Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Aujourd'hui on va parler d'autonomie et plus précisément de tous les réglages que vous pouvez faire pour optimiser l'autonomie de votre montre GPS. Depuis quelques années, c'est devenu un facteur de choix au moment de l'achat d'une montre GPS parce que déjà l'Ultra Trail s'est beaucoup développé, mais personnellement, moi, j'ai jamais couru d'ultra. Cela dit, l'été, je fais de la randonnée itinérante. J'ai notamment traversé la France sur le GR5, du nord des Vosges jusqu'à la Méditerranée. Un peu d'alpinisme, etc. Et pour ces utilisations, une montre GPS avec beaucoup d'autonomie, ça m'évite d'avoir à emporter une batterie externe et un câble de recharge. Et après, il faut reconnaître que c'est tout simplement plus confortable de ne pas avoir à recharger sa montre GPS tous les 2 jours, hein, Apple. Moi, j'estime qu'une fois par semaine, c'est bien. Et en dessous de 4 jours, je commence à trouver ça contraignant. Quand on parle d'optimiser l'autonomie de sa montre GPS, il y a 2 volets sur lesquels on peut agir. Il y a d'abord l'autonomie en enregistrement sportif, et puis l'autonomie en usage de tous les jours, en montre connectée. Je vais donc commencer par les réglages pendant une activité sportive et puis dans la suite de la vidéo, je passerai un petit peu plus rapidement sur les réglages d'utilisation de vie de tous les jours. Le premier réglage auquel on pense, c'est la précision du GPS. C'est normal puisque la puce GPS, c'est le capteur le plus gourmand en énergie sur une montre GPS. Mais ce n'est pas toujours une bonne idée parce que c'est un compromis à faire avec la précision. Et donc, si vous gagnez en autonomie pour une course, mais que pendant la course, votre montre GPS vous affiche des données qui sont fausses, ça ne sera pas très utile. Il y a quelques années, on pouvait changer la fréquence d'enregistrement. Une montre en mode normal, elle prend une position GPS toutes les secondes. Et il y a quelques années, on pouvait changer ce réglage, passer à une toutes les 10 secondes, une toutes les 30 secondes. Maintenant, ce n'est plus le premier réglage qui est mis en avant. Aujourd'hui, on commence par changer la constellation de satellites, ce qu'on appelle de manière générique les GNSS, c'est-à-dire GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, c'est les plus connus et en tout cas ceux qui couvrent la Terre de manière globale. Et puis là-dessus, on peut encore rajouter un mode qui est très récent, qui est le mode multi-GNSS double fréquence. Donc si on les prend dans l'ordre du plus précis et plus gourmand en autonomie, eh bien c'est le multi-GNSS double fréquence. Selon les marques, ça réduit l'autonomie par un facteur 2 ou 3, c'est énorme. Ensuite, on a différents modes en multi-GNSS, simple fréquence cette fois, c'est soit du GPS plus GLONASS, GPS plus Galileo, GPS plus Beidou, ou alors vous pouvez même trouver du GPS plus GLONASS plus Galileo plus Beidou, etc. Dans mes tests, je n'ai pas trouvé que GPS plus Galileo soit meilleur que GPS plus GLONASS. Franchement, vous pouvez utiliser n'importe lequel, ça se vaut. Et puis il y a le mode de base qui doit normalement suffire pour la majorité des sports parce que courir, c'est pas non plus une activité qui requiert la précision de la NASA. C'est le mode GPS seul. Pour vous aider à choisir entre ces différents modes, dites-vous que plus vous allez vite, moins vous aurez besoin d'un réglage GNSS précis. Donc à vélo, le GPS seul est largement suffisant. Et sur des sports type la randonnée ou l'alpinisme, là il vaut mieux monter d'1 ou 2 crans, c'est-à-dire monter sur du multi-GNSS et si votre montre en est pourvue, sur du double fréquence. En ville, même chose, privilégiez le GNSS double fréquence parce que le fait que votre montre reçoive des données sur 2 fréquences pour chacun des satellites, ça permet de faire des corrections qui améliorent largement la précision, spécifiquement en ville. Pensez bien à mettre un j'aime sur cette vidéo dès qu'il y a une astuce que vous ne connaissiez pas, ça permettra à ce que d'autres personnes découvrent cette vidéo sur YouTube et apprennent eux aussi les réglages pour optimiser l'autonomie de leur montre GPS. Ensuite, on a des modes GPS à économie d'énergie. Alors, ils s'appellent Ultra Track chez Garmin, Ultra Max chez Coros. Chez Polar, ils n'ont pas donné de nom, mais vous pouvez passer la fréquence de prise de position à une position toutes les minutes ou une position toutes les 2 minutes. Bon, moi je recommande jamais ces modes parce que la précision GPS est tellement dégradée que c'est pas franchement utile. Vous imaginez un point GPS toutes les 2 minutes avec des traits tracés en ligne droite entre ces points, les erreurs elles sont énormes.
Dans cette catégorie, le seul mode qui fait exception, c'est le Fuse Track de Suunto. Là, la puce GPS, elle relève un point toutes les 1 ou 2 minutes, selon le réglage, mais la montre, elle utilise ses autres capteurs, la boussole, le gyroscope et l'accéléromètre, pour tracer le chemin entre ces deux points. Et pour l'avoir testé plusieurs fois, je peux vous dire que ça fonctionne très bien en course à pied. Ça fonctionne moins bien quand on marche et pas du tout sur les autres sports, type le vélo. En gros, la montre, il faut qu'il y ait du balancé de bras, sinon elle n'est pas capable d'arriver à faire l'interpolation entre les points. Et donc elle trace des lignes droites et ça revient à ce que j'ai dit juste avant, c'est sur les modes de Polar et des autres marques. Ensuite, on peut activer par exemple le mode avion. Ça va couper toutes les connexions de la montre, Bluetooth, Wi-Fi, et ça permet d'économiser un petit peu de batterie. Si vous les laissez activer, la montre, elle va scanner l'environnement électromagnétique à la recherche de nouveaux accessoires à connecter. Et donc, c'est un peu comme votre smartphone, le mode avion, ça économise de l'énergie. L'inconvénient dans ce cas, c'est que vous ne pourrez pas utiliser d'accessoires externes, même pas une ceinture cardio. Puisqu'on est sur les accessoires et qu'on parle du cardio, eh bien, sur certaines montres GPS, il est possible de couper le capteur cardio optique. L'autonomie qu'on gagnera comme ça, elle ne sera pas énorme parce que des LED, ça ne consomme pas beaucoup. Mais c'est toujours ça. D'autant qu'en ultra ou en randonnée, c'est rare qu'on se cale au cardio. Alors on me demande souvent ce qui consomme le moins entre un capteur cardio optique ou une ceinture cardio couplée en ANT+ ou Bluetooth. Honnêtement, je ne peux rien vous garantir, je ne dispose pas d'appareil suffisamment précis pour mesurer les différences de consommation, mais en tout cas moi dans mes tests, j'ai jamais vu de différence notable. Ça, franchement, c'est équivalent. Ensuite, il faut penser à l'écran. Sur certaines montres, il est possible de programmer une extinction automatique de l'écran au bout de quelques secondes. L'écran il viendra noir la plupart du temps et il suffira d'appuyer sur un bouton ou de tourner le poignet pour consulter les informations qui sont affichées. Alors là, le gain en autonomie, il dépend du type d'écran. Il est franchement énorme si c'est un écran AMOLED et il sera beaucoup plus réduit si c'est un écran transréflectif. Mais sur un écran transréflectif, ça fait gagner à peu près 10% d'autonomie, ce qui, sur une longue distance, n'est pas négligeable. Ensuite, toujours sur le domaine de l'écran, il faut aussi également penser à régler ou couper le rétroéclairage. Allumer l'écran à chaque rotation de poignet, ça pompe de l'énergie. Alors là, je ne parle pas seulement d'un écran AMOLED, même un écran transréflectif avec le rétroéclairage. Si l'allumage automatique par rotation du poignet est activé, imaginez sur un UTMB de 30 heures, combien de fois ça va arriver. Et surtout pour plein de fois en journée où ça ne servira à rien. Donc, là-dessus, il y a plusieurs leviers d'action. Ce n'est pas forcément utile de désactiver complètement le rétroéclairage parce que dans le cas d'un ultra où vous pourriez courir la nuit, eh bien, ça sera plus possible de lire votre montre. Mais vous pouvez jouer sur des leviers comme réduire la luminosité, la passer à 10% ou au minimum que permet le réglage, désactiver l'allumage par rotation du poignet et conserver uniquement l'allumage par pression des boutons. Ça permettra d'utiliser la montre et ça permettra aussi de gagner en autonomie. Ensuite, on n'y pense pas forcément tout de suite, mais pour aller plus loin, il faut aussi désactiver toutes les alertes, les tours automatiques, etc. En fait, chaque alerte, ça consomme un petit peu d'énergie. Pour faire vibrer la montre, si vous êtes en vibration, il faut un petit moteur et même un bip, ça va consommer un petit peu. Et sur un ultra de X dizaines de kilomètres, si vous avez ne serait-ce qu'un tour automatique tous les kilomètres, plus une alerte de fréquence cardiaque, eh bien votre montre elle va se mettre à vibrer pas mal de fois. Et ça, c'est ce qui va faire que votre montre elle atteindra peut-être pas forcément l'autonomie qui est affichée sur la fiche technique du produit, parce que c'est pas pris en compte dans le protocole de test de la marque. Ensuite, attention au suivi d'itinéraire. Le suivi d'itinéraire, ça consomme de la batterie parce que ça demande pas mal de travail au processeur et plus de rafraîchissement de l'écran, surtout pour une montre GPS qui dispose de la cartographie. Après, il y a des fois où on n'a pas le choix, on a besoin de la navigation pour suivre un itinéraire parce qu'on ne connaît pas. Dans ce cas-là, eh bien, si votre montre GPS fait des alertes de navigation turn by turn, vous pouvez peut-être vous en contenter, ou alors n'afficher la carte que quand vous la consultez et rebasculer sur un autre écran dès que vous avez fini. Bon, ça commence à faire pas mal de paramètres à configurer, parfois juste pour une course dans l'année. Alors, voici ma dernière astuce. Créer plusieurs profils sportifs.
Certaines montres Garmin, Suunto ont un gestionnaire de batterie qui permettent de sauvegarder des réglages différents et de choisir à chaque sortie celui qu'on va utiliser. Si ce n'est pas le cas de votre montre GPS, eh bien vous avez une petite astuce qui consiste à créer plusieurs profils sportifs qui auront chacun des réglages différents. Donc vous pouvez personnaliser votre profil de course à pied classique, vous en servirez pour vos entraînements toute l'année, etc. Et ensuite vous créez un profil perso que vous appellerez Ultra et sur lequel vous allez changer des paramètres pour pouvoir gagner en autonomie et que vous utiliserez que sur vos Ultras. Vous pouvez même aller un peu plus loin en créant un profil Ultra 24 heures, un profil Ultra 48 heures, etc. jusqu'à ce que vous voulez. Et à chaque fois, vous mettez des réglages différents pour gagner en autonomie. Comme ça, vous n'aurez pas à refaire vos réglages à chaque fois. Il suffira d'utiliser le profil qui correspond à ce que vous vous apprêtez à faire. Et même sur certaines montres, comme des Garmin ou des Suunto, vous pouvez changer de profil en cours d'activité sans arrêter l'enregistrement. Et donc si jamais un jour en cours de course vous vous rendez compte que vous allez manquer d'autonomie, genre juste 1 ou 2 heures pour arriver au bout, eh bien, vous pouvez basculer d'un profil sportif à un autre qui aura des réglages plus dégradés et comme ça au moins vous serez capable d'aller jusqu'à la fin de votre course. Si tout ça ne suffit pas, eh bien, vous pouvez parfois recharger votre montre en course. Là, il faut juste s'organiser un peu. C'est devenu de moins en moins utile parce que les autonomies ont été largement améliorées ces dernières années, mais ça reste possible. Il suffit de se munir d'une batterie externe et du câble de recharge de la montre, et ensuite 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous mettez un petit coup de recharge à chaque zone de ravitaillement ou à chaque pause pendant une rando, soit vous rechargez la montre carrément sans vous arrêter de courir. Alors dans la pratique, la deuxième solution, elle est quand même un peu plus compliquée à mettre en œuvre parce qu'il faudra gérer le câble de recharge qui va relier la montre à la batterie qui sera dans votre sac. Ça peut devenir déjà agaçant. Et ensuite, la forme de certains connecteurs fait qu'il n'est pas possible de mettre la montre au poignet lorsque le câble est branché. C'est l'exemple sur les Garmin ou les Coros. Dans ce cas, il faut accrocher la montre à une boucle du sac à dos et voilà, elle continuera de capter le GPS. Le cardio optique ne marchera pas, mais si vous utilisez une ceinture ou un autre capteur, vous aurez le cardio. L'avantage de cette solution, c'est que vous n'êtes pas obligé de dégrader les performances de votre montre GPS pour tenter d'optimiser son autonomie. Vous pouvez tout régler au maximum, particulièrement la précision GPS, le cardio, les alertes et tout, et juste recharger quand il y a besoin. On passe maintenant au réglage en mode montre connectée, montre de tous les jours, etc. Alors, je vais commencer par le capteur d'oxygénation sanguine. C'est un capteur extrêmement gourmand en énergie et qui sert à rien tant que vous n'êtes pas à plus de 2000 mètres d'altitude. En tout cas, ça c'est mes tests. Moi, tant que je ne suis pas au-dessus de 2000 mètres d'altitude, mon oxygénation sanguine, elle est toujours dans les 97, autour de 97%. Donc franchement, ça ne sert à rien de l'activer toute l'année. Ce que je recommande, c'est soit de le désactiver complètement, soit de ne le laisser activer que pendant la nuit quand les réglages de la montre le permettent, parce que c'est une composante des algorithmes de qualité du sommeil, et donc autant leur fournir des données. Attention ensuite au choix de la watch face. Là c'est simple, plus une watch face affiche de données à l'écran, plus ça veut dire qu'elle sollicite un nombre de capteurs élevé, et donc plus elle consomme de l'énergie, avec également un rafraîchissement de l'écran à chaque fois. A l'inverse, plus une watch face est simple, sobre et meilleure sera l'autonomie. Ensuite, vous pouvez désactiver les déconnexions. Ça, c'est exactement comme sur votre smartphone. Couper le Wi-Fi, utiliser le mode avion, etc. Ça, c'est assez trivial. En plus du capteur d'oxygénation sanguine, vous pouvez aussi jouer sur les réglages des autres capteurs. La fréquence de la mesure du cardio via le capteur optique, la mesure du stress en continu, etc. Là, c'est simple, vous n'activez que ce dont vous avez besoin et moins vous en activez, plus vous gagnerez en autonomie. Et il y a également le fonctionnement de l'écran, là, même principe qu'en enregistrement sportif que j'ai évoqué en début de vidéo. Vous pouvez désactiver le mode Always On sur un écran AMOLED. Vous pouvez désactiver l'allumage à chaque levée de poignet, réduire la luminosité du rétroéclairage, réduire sur certaines montres la durée d'allumage du rétroéclairage.